Mathilde Alanic, Les roses refleurissent. Chapitre 25. Une matinée d'une sérénité merveilleuse. Sous le ciel d'un bleu méridional, la mer très calme, comme jonchée de pétales de bluets et d'hortensias mauves. Des cris et des rires d'enfants, animant toute la longueur de la plage, s'élevant jusqu'aux maisons en bordure des quais. Et mademoiselle Caroline, humant l'air frais à la croisée du rez-de-chaussée des algues, sa voix en harmonie avec la joie de vivre universelle. Tel qu'un général sûr de sa tactique, elle se croyait proche d'un succès. Qu'allait-il arriver? Elle n'eût su le prédire encore. Mais il arriverait certainement quelque chose. Le hasard, qui lui avait été déjà complice, en lui fournissant la possibilité de mettre en présence Estelle et Renaud, la favoriserait encore. Comme un joueur d'échecs qui dispose les pièces de son jeu, Caroline n'avait-elle pas fait marcher les gens et su provoquer les circonstances à son gré? Patience et persévérance, quel secret de réussite! Dès que le directeur de la vie mondaine vint s'établir près des algues, la brave fille prémédita d'utiliser ce voisinage. L'occasion attendue s'offrit, plus magnifique et plus complète qu'elle n'osait l'espérer. Il lui avait été facile, dès lors, de suggestionner Madame d'Alire en stimulant la vanité et le snobisme de la veuve, puis d'amener la réunion des personnages qu'elle entendait bafouer. Et mademoiselle la guépie se grisait maintenant d'orgueil, émerveillée de sa propre habileté et de sa forte diplomatie. Tout ce qu'elle désirait s'était accompli jusque-là. Cependant, les opérations brillamment engagées restaient stationnaires. La situation, comme disent les dramaturges, piétinait sur place par le soin que mettaient deux des premiers rôles à s'éviter. Estelle avait bien perdu un de ses gardes du corps. Adrien, rappelé à Lusignan par sa petite momie roussotte, ne devait reparaître ici que l'avant-veille de la fête. Renaud, lui, demeurait au Sable pour les répétitions de la Péri, commencées au casino. Mais le poète, sous prétexte d'excursion, vagabondant à droite et à gauche, avait esquivé le dîner rendu par monsieur et madame Castien à leurs voisins des algues. Et cette stupide Estelle ne quittait pas d'une semelle son pédant de mari. Il est vrai que celui-ci paraissait travailler de pensées peu récréatifs, à en juger par son air concentré et ses manières distraites. Évidemment, le soupçon en germe se développait. Quand les deux époux partaient de compagnie, ce n'était plus avec l'amoureux élan du premier soir. L'œil policier de mademoiselle la guépie enregistrait tous ces indices. Si peu de choses suffiraient à enflammer la mine préparée. Un rien, une rencontre en tête-à-tête de madame Marcenat et de Jonchère, par exemple, et dont le mari se trouverait avisé de façon ou d'autre? Que de complications surgiraient de là tout de suite. Que d'ennuis à débrouiller pour la charmante Estelle. Discussions, conflits, scandales. L'imagination de la demoiselle de compagnie supputait, avec délice, les pires conséquences. La moindre serait une fâcherie certaine entre les deux belles sœurs. Elle savait que madame d'Alire, orgueilleuse, entière, mais susceptible et timorée, cédait toujours à la force des choses et aux faits accomplis. La veuve tolérait la femme de son frère, mais que ses préventions d'antan seraient promptes à réveiller.
Et n'éprouverait-elle pas quelque satisfaction maligne à confondre l'étrangère? Qui sait si l'amour de M. Marcenat résisterait à un pareil choc? Caroline surexcitée entrevoyait l'esclandre, la division, la répudiation peut-être. L'impatience d'arriver à ses fins l'énervait. Avidement, elle guettait les conjonctures. Ce beau matin, elle venait de voir Renaud Jonchère sortir seul et descendre sur la plage, un livre à la main. Peu après, par la porte ouverte sur le vestibule, mademoiselle Laguépie entendit madame Marcenat souhaitant le bonjour à madame d'Alire et annonçant l'intention d'une promenade dans les bois de la rue de Lierre. « Nous vous rapporterons les derniers genêts, ma sœur. »« Vincent sort-il aussi ?» demanda madame d'Alire. « Mon notaire vient tout à l'heure pour discuter une proposition de vente concernant un de mes parcs à huîtres. J'aurais désiré que mon frère examinât la question. » Caroline sortit de la salle à manger, une pile de serviettes sur les bras, et traversa le hall, compassée et affairée. Sans les regarder, elle aperçut Estelle, debout près de la porte du dehors, et Monsieur Marcenat, en tenue de promenade, le panama sur le front, s'arrêtant devant sa sœur. « S'il en est ainsi, je reste près de toi, Edmé. »« Je vous attendrai alors dans le jardin, fit Estelle. »« Non, répliqua Vincent, ne perdez pas une si belle heure. Vous aimez marcher, gagnez le bois. Je ne tarderai pas à vous rejoindre. » Chaque phrase tombait comme un ordre adouci. La voix monocorde, sans vibration, parut à Caroline celle d'un malade désenchanté qui contient sa souffrance. Elle tressaillit de plaisir, tout en poursuivant posément sa marche vers l'escalier. Estelle disait, presque suppliante: « Je préfère partir avec vous. Mais nous reviendrons ensemble, prenez les devants. » Peut-être, si nouvellement affranchi, Vincent mettait-il un certain amour-propre à tenter seul cette petite échappée, afin de s'affirmer à lui-même sa guérison. Estelle, interprétant ainsi le désir de son mari, ne s'obstina plus. « Alors je vous attendrai sur un banc, près du petit lac ?»« C'est entendu. »« Je vous le renverrai aussitôt que possible, » assura gracieusement madame d'Alire, prenant possession de son frère et ouvrant devant lui un portefeuille gonflé de paperasses. Caroline, tout en suivant la scène par-dessus la rampe, atteignait le palier. Elle jeta à la volée sur une banquette les précieuses serviettes qui s'écroulèrent pêle-mêle et se rua vers la première fenêtre venue. Par le quai de Franqueville s'éloignait le dôme de l'ombrelle brodée, la jupe rayée de bleu et de blanc, les petits souliers fauves et le sac de soie ramagé qui, seul, signalait la personne de madame Marcenat. Et sur la plage, l'espionne distinguait, haute et dégagée, la silhouette de Renaud Jonchère, déambulant, à pas rêveur, dans le sens opposé. Elle l'apostropha mentalement, dans le langage vert et imagé qu'elle réservait à ses soliloques. « Quel nigaud! C'est dans l'autre direction qu'il faut marcher, triple-niais !» Mais elle avait beau concentrer toute sa faculté magnétique, Renaud demeurait rebelle au fluide. Alors Caroline eut une crise de frénésie. Laisserait-elle passer, sans les exploiter, des coïncidences si propices? Son génie d'intrigue s'exalta, l'enlevant dans une violente inspiration au-dessus des restrictions timorées et des considérations prudentes. À l'angle de la maison, une gamine à jupe effilochée,
la fille de la blanchisseuse, sauter, pieds nus, dans la poussière. Mademoiselle la guépie, en un clin d'œil, bâtit son plan. Le temps s'écoulait. Il importait d'agir lestement, sans se perdre en si et en mais. Arrachant un feuillet de son calepin de conte, Caroline y griffonna au crayon, d'une écriture déréglée et hâtive, sans individualité, « Suis au lac de Tanchette, derrière le casino des Pins, E. » Puis elle plia et replia le papier, le ferma d'une petite bande gommée enlevée à un timbre-poste, dégringola d'un trait l'escalier de service, sortit dans la ruelle et appela à voix basse la danseuse aux pieds nus. « Carmen, veux-tu gagner une belle pièce de 10 sous ?» La petite fille écarquilla les yeux. « Pardi, bien sûr. Eh bien, tu vas faire une commission pressée. Écoute, sur la grève, là, presque en face de nous, se promène un grand jeune monsieur, habillé de blanc, qui a un livre rouge à la main. Tu courras droit sur lui. Tu lui diras, « Vous êtes bien monsieur Jonchère. Voilà un papier qu'on m'a dit de vous remettre. » S'il te demande qui, tu répondras « Une dame. » Et tu te sauveras sans rien écouter de plus. Ne reviens pas ici. De la fenêtre d'en haut, je verrai si tu t'en tires à ton honneur. Ne te trompe pas. Costume blanc, livre rouge, moustache blonde. Va vite. Et la pièce, articula Carmen, grattant sa chevelure embroussaillée, mais décorée d'un nœud bleu. Après déjeuner, tu viendras ici. Je te donnerai les 10 sous et une gaufrette. La fillette détala, les talons aux reins. Mademoiselle la guépie, prestement, remonta à son observatoire. De là, elle se divertit comme à une représentation de pantomime des péripéties expressives de la scène. Surprise du jeune homme, accosté par la petite loqueteuse. Réception hésitante du billet. Lecture, foudroiement, stupeur qui figeait Renaud quelques secondes, comme un gigantesque point d'exclamation, tandis que Carmen, au galop, se perdait entre les tentes. Ira, n'ira pas. Il ira. Mademoiselle Caroline étouffa une exclamation de victoire. En effet, après s'être orientée, Jonchère rapidement arpentait le sable du côté des rochers et du bois. Parfait, pourvu que l'autre maintenant arrive à temps. Dès lors, son anxiété compta les minutes. Ce notaire, en conciliabule avec madame Dalire et monsieur Marcenat, en aurait-il bientôt fini? La conférence s'acheva enfin. Le notaire partit, et peu après, l'avocat sortait pour rejoindre sa femme au rendez-vous convenu. Bonne promenade, pensa railleusement Caroline. Quel dommage de ne pouvoir assister aux choses curieuses qui allaient se produire là-bas. Ah, ces privilégiés qui, dit-on, possèdent le don de voir à distance. Mais si le contentement d'assister au succès de ses machinations lui était refusé, du moins aurait-elle la jouissance raffinée d'observer le retour, des pieds, sur les visages de ceux qu'elle haïssait, les traces de la colère, du dépit, de la frayeur, de la consternation. Et cette expectative la tint en joie comme l'attente d'un fin régal.